Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Les vraies mystéresses de Paris. Par Eugène-François Vidocq. Tome 1er. Chapitre 1. Préliminaire. Du château construit à Choisy-le-Roi, en 1682, sur les dessins de l'architecte François Mansart, et successivement possédé par Madame de Louvois, le grand dauphin, fils de Louis Xive, et la princesse de Condé, et du petit château construit en 1739, à peu de distance du premier, dont le roi Louis XV venait de faire l'acquisition, par l'architecte Gabriel, pour Madame de Pompadour. Il ne reste plus maintenant que quelques bâtiments accessoires, et les restes d'une belle terrasse, contre laquelle viennent se briser les flots de la Seine, et d'où l'œil découvre une campagne éminemment romantique. Le temps et les révolutions ont cependant respecté l'ancien pavillon des gardes, placé jadis à l'entrée de la cour d'honneur. Le style coquet des ornements de ce pavillon, qui sont dus aux ciseaux des sculpteurs les plus distingués de l'époque à laquelle il fut construit, est d'autant plus remarquable que l'édifice se trouve placé au centre d'un site dont les habitants du pays ne paraissent guère apprécier l'aspect pittoresque. La route de Versailles passe sous les fenêtres de ce petit édifice, mais cette route, tracée en cet endroit au milieu d'un bouquet d'arbres de haute futaie, est très peu fréquentée. On peut donc, lorsque le ciel est pur, aller de ce côté, s'asseoir au pied d'un vieux marronnier ou d'un chêne séculaire, sans craindre que les chants discordants de quelques rustres, ou les clameurs avinées de quelques bonderies en goguette, ne viennent interrompre les douces rêveries auxquelles on s'est livré. De la cour d'honneur devant laquelle se trouvait placé ce pavillon, on a fait un jardin potager. De succulents légumes croissent paisiblement sur le sol foulé anciennement par les spirituels gentilshommes, les belles et nobles dames et les jolis petits pages du temps de Louis le Bien-Aimé. Hélas, on file la laine, on teint des étoffes, on fabrique des allumettes chimiques. Que savons-nous, dans ce qui reste des bâtiments du château de Madame de Pompadour? Celui qui serait venu dire à l'orgueilleuse marquise que moins d'un siècle après sa mort, il ne resterait plus de sa noble demeure que quelques bâtiments ruinés et un pauvre petit pavillon, qui, bientôt, sans doute, disparaîtra à son tour. Celui-là, certes, aurait été accueilli par un immense éclat de rire. Était-il en effet possible de croire que ce beau château, si solidement bâti, durerait moins que les gravures qu'on a faites au temps de sa splendeur, et dont nous avons vu un exemplaire, entouré d'un modeste cadre de bois noir, chez un habitant de Choisy-le-Roi, qui le conserve comme une précieuse relique. Le chemin de fer de Paris à Orléans a pris une partie notable de la magnifique terrasse qui existait autrefois devant le château, du côté de la Seine. Ce qui en reste est encore aujourd'hui le point le plus élevé de Choisy-le-Roi, rien de plus riant, de plus animé, de plus attrayant, que le paysage qui frappe les regards du spectateur qui s'y trouve placé par une belle journée d'été. Les bords de la Seine, à cet endroit, sont couverts d'une végétation luxuriante et semés de jolies habitations qui se détachent blanches sur le fond vert du paysage, et se mirent dans le fleuve dont les ondes argentées coulent entre deux rives fleuries. Souvent le clapotement de l'eau et une colonne de fumée qui se détache en capricieuse spirale sur le fond bleu du ciel, annonce l'arrivée d'un bateau à vapeur, qui conduit à Corbeil, à Ry ou à Soisy-sous-Étiole, les bons citadins, qui vont oublier sous de frais ombrages, les soucis de la veille et ceux du lendemain. Le pavillon dont nous venons de parler avait été réparé et décoré avec goût, par les soins d'un propriétaire spéculateur, et peu de temps avant le jour où commence cette histoire, une élégante calèche y avait amené les personnes qui venaient de le louer. C'étaient deux hommes dont le costume et les manières annonçaient des gens distingués. Le plus jeune portait à la boutonnière de son frac le ruban rouge de la Légion d'honneur. Le plus âgé était porteur d'une de ces bonnes et joviales physionomies qui annoncent que celui auquel elles appartiennent est parfaitement content de son sort. La rotondité de toute sa personne, l'ampleur calculée de ses habits, coupés sans prétention, la magnifique épingle qui attachait sa cravate à une chemise de fine toile de Hollande,
et la chaîne d'or dont les nombreux anneaux brillaient sur son gilet de piqué blanc, lui donnaient l'aspect d'un riche financier. Ces deux hommes, après avoir examiné avec la plus scrupuleuse attention l'habitation dont le propriétaire leur faisait les honneurs avec cette politesse obséquieuse qui caractérise le spéculateur qui vient de terminer une excellente affaire, parurent assez contents de ce qu'ils venaient de voir, et le plus jeune donna l'ordre au chasseur doré sur toutes les coutures qui le suivaient à distance, de faire décharger des voitures de déménagement qui venaient d'arriver, amenant tout un monde de domestiques et de tapissiers décorateurs. Le propriétaire attendait avec une certaine impatience l'ouverture des caisses qui contenaient les meubles qui devaient garnir les lieux. Il était persuadé d'avance qu'ils étaient d'une valeur plus que suffisante pour répondre des loyers. Cependant, il était bien aise de les voir. Son attente ne fut pas trompée. Tous les meubles étaient neufs et du meilleur goût. D'autres caisses renfermaient de magnifiques cristaux, des porcelaines peintes et dorées, de l'argenterie et bien d'autres choses encore. Les tapissiers décorateurs, aidés par les domestiques du nouveau locataire, eurent bientôt mis tout en place. Cela fait, les étrangers, après avoir donné à tout le coup d'œil du maître et fait rectifier ce qui ne leur parut pas convenable, se retirèrent emportés par le brillant véhicule qui les avait amenés. Tant que dura la belle saison, ils reçurent à leur pavillon belle et nombreuse compagnie. Mais au commencement de l'automne qui suivit, tous les services furent emballés et remportés à Paris. Les étrangers ne firent plus à Choisy-le-Roi que de rares apparitions, et les volets et les portes du pavillon restèrent constamment fermés. Cette histoire commence vers la fin d'une sombre journée du mois de février. L'aspect du paysage dont nous avons esquissé les traits principaux est bien changé. Le loriot au plumage doré ne siffle plus sous la ramée. Les bateaux à vapeur ne glissent plus joyeusement sur les ondes unies de la Seine. Le soleil n'éclaire plus les habitations qui couronnent les deux rives du fleuve. Le ciel d'un gris terne ressemble à une immense nappe de plomb. Une pluie fine qui tombe depuis le matin avec un bruit monotone a détrempé le sol qui est couvert de larges flaques d'eau. Le vent gémit à travers les vieux arbres. Les eaux du fleuve, si limpides lorsqu'elles réfléchissaient l'azur d'un beau ciel, sont devenues ternes et limoneuses. Deux hommes, misérablement vêtus, rôdaient depuis quelques instants autour du pavillon des gardes. Avec la nuit, le froid était devenu plus vif et avait converti en brillants stalactites chaque goutte de pluie qui s'était arrêtée sur les rameaux dépouillés. Il n'apparaissait pas de lumière à l'intérieur. Les deux hommes qui marchaient près l'un de l'autre s'arrêtèrent au même instant, comme s'ils avaient obéi à la même pensée. Tout était calme autour d'eux. Seulement à de rares intervalles, on entendait retentir le son aigu du sifflet des conducteurs de wagons, ou les aboiements du chien de garde de quelque ferme isolée. « Tu le vois, je ne me suis pas trompé », dit à voix basse à son compagnon l'un de ces deux hommes. « La tôle n'est pas habitée. » « C'est bien, il ne s'agit plus que d'enquiller. »« Tu as les haleines ?»« Comme tu dis, Fifi. » L'homme releva un vieux bourgeron de toile bleue, qui composait, avec un mauvais pantalon de treillis, un costume très peu capable de le défendre contre les rigueurs de la saison, et fit voir à son camarade que son buste était entouré d'une corde de grosseur moyenne. « V'là la tourtousse, dit-il. C'est tout ce qu'il faut. J'ai une vanterne sans loche, des bûches plombantes et des caroubles dans les valades de ma pelure. Tu es bien heureux d'avoir une pelure, car il fait diablement vert. » En effet, le givre tombait sur les membres presque nus du misérable, qui s'était débarrassé de la corde qui ceignait son corps. Des petits glaçons pendaient après les poils incultes qui ombrageaient sa lèvre supérieure. Ses dents claquaient avec force. Il se tenait courbé, et il se battait les flancs, sans pouvoir parvenir à se réchauffer. « Allons, de l'atout 8, lui dit son compagnon. Si le Chopin est bon, tu pourras demain au Matois abloquir des frusquins à la Forêt-Noire. » Oh! Oui, j'irai à la Forêt-Noire, et que je me collerai une castorine toute batifonne et doublée en lyonnaise, dans les bons numéros. Tout en parlant, l'homme avait cherché sur le sol,
et il avait ramassé une pierre d'une certaine grosseur. Voilà, je crois, ce qu'il nous faut, dit-il. L'autre individu, qui avait fait plusieurs nœuds à la corde, attacha la pierre à une de ses extrémités, et la lança sur le chaperon du mur. La pierre tomba de l'autre côté. Il tira la corde à lui, il s'y cramponna avec force, et, lorsqu'il se fut assuré qu'elle était bien assujettie. « Agaï » dit-il. Il se suspendit à la corde, et en un instant, il eut atteint la crête du mur, sur lequel il se mit à cheval. Son camarade l'imita. Ils n'eurent besoin pour descendre, que de répéter la même manœuvre. Après avoir traversé la cour, ils se trouvèrent sous un élégant péristyle, devant une porte en chêne qui paraissait solide. De chaque côté de cette porte, il y avait des fenêtres à hauteur d'appui, qu'ils examinèrent d'abord. Ces fenêtres étaient fermées de fortes persiennes, assujetties par de larges barres de fermeture en fer méplat et à clavettes, et fermées à l'intérieur par des cadenas à secret. Il y a des crapauds aux lanternes, impossible d'enquiller par là. Voyons la lourde. Tiens, c'est une entrée tourmentée. Forêt? Non, Bénarde. C'est bon. Nous pourrons peut-être bien débrider. Les deux larrons avaient essayé presque toutes les fausses clés de leur trousseau, lorsque la porte roula sur ses gonds. Ils s'arrêtèrent quelques instants. Prêtons l'oche, dit l'un d'eux avant de se déterminer à entrer. Je n'entends que Nyberg, répondit l'autre, coque la camoufle et au petit bonheur. La piole est rupine, il doit y avoir gras. Ils venaient de fermer la porte du vestibule, et ils se croyaient chez eux, lorsqu'ils entendirent le bruit des pas de deux personnes qui marchaient sur le gravier de la route et qui s'arrêtèrent devant la grille, qui défendait l'entrée de la cour. Une clé tourna dans la serrure. La grille fut ouverte, et deux hommes enveloppés de larges manteaux, entrèrent dans la cour et se dirigèrent vers la maison, après avoir fermé avec soin. Les premiers arrivés avaient vu à travers deux guichets à claire-voie, pratiqués dans les panneaux de la porte, tout ce qui venait de se passer. « Merci, nous sommes marrons, dit le plus misérable des deux, planquons-nous. Il tremble toujours ce délicat, n'avons-nous pas des lingres bien affilés? Oui, mais ces deux chaînes paraissent de taille à se défendre, le plus sûr est de nous esgarer. Nous trouverons peut-être notre belle lorsqu'ils seront dans le pieu, et s'il faut les refroidir, ma foi alors comme alors. » Après ces quelques paroles échangées rapidement et à voix basse, ils se blottirent derrière la porte d'un petit dégagement, après avoir éteint la bougie de leur lanterne sourde. Il était temps. Les nouveaux venus entraient dans la pièce qu'ils venaient de quitter, et peu d'instants après, ils allumaient une lampe. Les larrons cachés dans le petit dégagement ne pouvaient rien voir, mais ils pouvaient tout entendre. « Qui de nous ira à la cave ?» dit un des nouveaux venus. « Ce sera vous, monsieur le marquis. Soit, pendant ce temps, monsieur mon intendant vous ferez du feu, j'ai besoin de me réchauffer un peu. » Le marquis prit une clé accrochée au mur près de la porte du dégagement, et sortit de la salle. « As-tu entendu ?» dit Délicat à son camarade, « il paraît que c'est des messières de la haute, un marquis et un intendant, ça de monnaie. » « Veux-tu bien taire ta menteuse ?» véla le marquis qui rapplique. Le marquis rentrait en effet dans la salle qu'il venait de quitter, le feu flambait dans l'âtre, il prit 2 verres et quelques biscuits dans une armoire. « Voilà, dit-il, une de ces vieilles bouteilles du Clos Vougeot, que nous ne débouchons que dans les grandes occasions, à la santé du père Loiseau. Ce pauvre orphelin n'est pas, à l'heure qu'il est, aussi content que nos zigues. Il faut en convenir, ce vicomte de Luçon est une véritable providence, il est comme le solitaire, il sait tout, il voit tout, il est partout. Tu lui as coqué son fade ? J. 10 000 balles en taille-beans d'Altec, il s'est contenté de cela, le vicomte est raisonnable. Et prudent, les taille-beans n'ont pas de centre. Allumant un peu cette camelote. Entraves-tu comme il Jaspine Bigorne ? Dit Délicat, c'est des grinches. T'as raison,
c'est des pègres et de la haute 46, encore. Et qui viennent de faire un fameux Chopin légueux. Et Rambrox et Mirzal, disait le marquis à son intendant, tandis que Délicat et son compagnon causaient à voix basse dans le petit dégagement, tant rondine piquante qu'Aden et Durail sur mince. Il y en a pour plus de 50 000 balles. Tu vois, mon cher marquis, que je travaille toujours assez bien, soit dit entre nous. Bon cheval n'est jamais rosse. C'est vrai. Les caroubles débridaient bien, n'est-ce pas? Le père Loiseau n'aurait pas ouvert plus facilement avec ses clés. Le marquis tira sa montre. Bientôt 9 heures, dit-il. Il est temps de partir. Nous avons beaucoup de choses à faire ce soir. Va porter la camelote à la planque, et partons. Nous attrimerons plus tard au fourgat. L'intendant réunit dans la forme de son chapeau plusieurs petites boîtes de maroquin vert et rouge, qu'il en avait tirées, et sortit de la pièce. C'est fait, dit-il en rentrant après une absence de quelques minutes. Maintenant, partons. Quelle chance, mon vieux Coco des Braises, ils vont décaniller. Oui, qu'ils se la donnent, et nous dirons 2 mots à la planque de ces rupins. Après le départ du marquis et de son intendant, Délicat et Coco des Braises sortirent du petit dégagement dans lequel ils s'étaient tenus blottis, avec l'espérance de découvrir la cachette dont ils avaient entendu parler. Ils se disposaient à briser les meubles, mais les clés étaient sur toutes les serrures et tous les meubles étaient vides. Ils cherchèrent avec un acharnement sauvage sans pouvoir rien trouver. Ils voulurent enfin se venger sur la cave, dont ils ouvrirent la porte avec la clé accrochée dans la salle à manger, mais cette cave, comme tous les meubles qu'ils avaient déjà visités, était complètement vide. Ils y trouvèrent seulement une bouteille de vin blanc, qu'ils vidèrent en 2 coups. En voilà une dure, en voilà une criminelle. Pas un fenin chez un marquis, dit Délicat, c'est le rabouin qui s'en mêle. Tout ça n'est pas naturel, répondit Coco des Braises. Mais où-ce donc qu'ils ont planqué la camelote de l'orphelin qu'ils ont nettoyé? Jean Paume la Sorbonne. Si tu veux, nous allons recommencer à rapioter partout. La camelote est ici, c'est sûr, il faut la trouver. De nouvelles recherches furent tout aussi infructueuses que celles qui venaient d'être faites. Niente, dit Coco des Braises, qui paraissait en proie à une violente colère. Foi de bon zig, répondit Délicat, si tu veux, nous allons coquer le rifle à la piole, puisque nous ne pouvons rien trouver. Ça serait pas juste, ils ne sont peut-être pas les propriétaires. Pourquoi que ça ne serait pas eux, puisque l'un de ces grinches est marquis, et que l'autre est son intendant. C'est si drôle que des nobles qui sont nobles soient des pègres, et des chouettes pègres encore. C'est vrai que c'est drôle, car s'ils sont riflards, pourquoi qu'ils risquent leur peau pour poisser? Dis donc, si c'était des rails. En voilà une de l'offitude. Si c'était des rousses, est-ce qu'ils seraient marquis et intendants? Ah, que je marronne de n'avoir pas pu les remoucher. As-tu remarqué comme ils parlent? Qu'on dirait des charabia ou des gascons. En tout cas, ils sont vicieux, les coquins, d'avoir si bien planqué leur camelote. T'as raison, mais quand on est si de la bonne, s'exposer à aller au pré, c'est pavillonner. C'est peut-être une passion, mais quand on a des chopins de 50 000 balles à fourguer, on peut bien risquer quelque chose. C'est-y ça un grinchissage. Sont-ils heureux, les scélérats? T'auras beau te morfileur le dardant, tu n'empêcheras pas que ça ne soit comme ça, l'eau va toujours à la rivière. Tout en conversant, Délicat et Coco des Braises avaient parcouru la maison dans tous les sens, mais à leur grand regret, ils n'avaient rien trouvé de bon à prendre. Seulement Délicat, ayant découvert dans une remise une redingote et un pantalon oubliés depuis longtemps et couverts de poussière, voulut absolument s'en vêtir. Délicat et Coco des Braises employèrent, pour sortir du pavillon, le moyen qui leur avait servi pour y entrer, et, après avoir suivi quelques instants un petit sentier tracé à travers les terres labourées, ils se trouvèrent sur la route pavée qui conduit à Paris. Nous avons un bon ruban de queue d'ici à Pantin, dit Coco des Braises. C'est égal, répondit Délicat, je n'ai plus taffetas du vert,
et je puis aller jusqu'au bout du monde, maintenant que j'ai un montant et une bonne pelure sur les Andos 92. Le marquis et son intendant qui avaient pris le chemin de fer pour revenir à Paris, se quittèrent à la station. L'intendant était monté dans un cabriolet, et le marquis avait continué sa route à pied, le visage à moitié couvert par un cache-nez, et le corps bien enveloppé dans son manteau. Arrivé sur le boulevard de l'Hôpital, il s'arrêta quelques minutes, puis il revint sur ses pas. Après avoir recommencé plusieurs fois la même manœuvre, il entra dans une maison sans portier, dont la porte était fermée par une serrure à secret. Il gravit lestement 4 étages, et entra dans une petite pièce carrée, dont il ferma soigneusement la porte. Sans perdre de temps, il quitta le costume assez élégant dont il était couvert pour se revêtir de celui que portent habituellement les patrons ou conducteurs de bateaux. Cela fait, il sortit, et après avoir traversé le quai, il descendit sur la berge, puis détacha un bateau du piquet auquel il était retenu, et s'abandonna au cours de la Seine. Arrivé à la hauteur de la place de l'Hôtel de Ville, et après avoir solidement amarré son bateau à un des gros anneaux de fer scellés dans le parapet, il s'engagea dans l'étroite et sombre ruelle, à laquelle on a donné le nom de rue des Teinturiers. Fin du chapitre. Chapitre 2. Chez la mère sans refus. Chaque jour, Paris perd quelques-uns des traits de sa physionomie primitive. Grâce aux soins de notre édilité, des voies larges et aérées viennent à chaque instant remplacer les ruelles étroites et sombres de la vieille cité parisienne. Les artistes regrettent les vieilles maisons à pignons, les fenêtres en ogive, les légères tournelles du Moyen Âge, dont bientôt les dernières traces seront effacées. Nos nouvelles constructions, à peu près semblables entre elles, nos rues larges bordées de trottoirs et éclairées par le gaz, n'ont pas, nous devons en convenir, cette couleur fantastique qui plaît tant aux imaginations rêveuses. Aussi nous comprenons les regrets des amateurs du pittoresque et des archéologues. Mais nous avouerons, dût-on nous trouver quelque peu prosaïques, que nous préférons les choses d'aujourd'hui à celles d'autrefois. La capitale, surtout depuis une dizaine d'années, s'est singulièrement embellie. Cependant il existe encore çà et là, quelques constructions, quelques rues même, qui rappellent le Paris de nos bons aïeux. Ces constructions, ces rues, pressées de tous les côtés par la ville nouvelle, ne tarderont pas sans doute à disparaître à leur tour. Quel est celui de nos lecteurs qui, après avoir parcouru le soir un quartier bien bâti, populeux, éclairé par les 1000 rayons lumineux du gaz, ne s'est pas senti frappé d'étonnement en se trouvant tout à coup, au détour d'une rue, dans une de ces ruelles où l'on ne passe que par hasard et dont personne ne sait le nom, rue du Clos Georgeot, des Trois Sabres, de la Masure, de la Tuerie de la Vieille Lanterne, Grenier-sur-l'Eau, Saint-Bon, Brise-Miche, etc., etc. La rue de la Tannerie est une de ces rues dans lesquelles on ne peut passer sans éprouver une sensation de malaise inexplicable, qui fait que l'on presse le pas, sans que pourtant on cherche à se rendre compte du sentiment auquel on obéit. Le soir, elle est à peine éclairée par la flamme pâle et douteuse d'un antique réverbère. Le jour, elle est plus triste encore. Toutes les maisons de cette rue paraissent si peu solides sur leurs fondements, qu'au moindre choc, au plus léger coup de vent, on est étonné de ne pas les voir tomber l'une sur l'autre, comme ces capucins de cartes sur lesquels vient de souffler un enfant. Ces masures ne ressemblent pas à ces ruines que l'on rencontre parfois au milieu d'une belle campagne, qui, à de certaines heures, sont dorées par les rayons du soleil, et sur lesquelles s'épanouissent le lierre aux larges feuilles d'un vert sombre, et le liseron aux clochettes bleues, qui semble avoir été mis là par la main du Créateur, pour nous rappeler que rien de ce qui existe ici-bas ne peut périr sans être immédiatement remplacé par autre chose. Les masures de la rue de la Tannerie n'ont rien de vénérable, elles rappellent la décrépitude du vice. On y entre par des portes basses et difformes, elles sont éclairées par des baies fermées de cette espèce de fenêtre que le peuple, pendant notre première révolution, a nommée fenêtre à guillotine, sans doute parce que leur forme lui rappelait celle du terrible instrument qui fonctionnait alors sur la place publique. L'humidité qui décime les malheureux habitants de ces bouges,
des individus naissent, vivent, aiment et meurent dans la rue de la Tannerie, et dans toutes celles qui lui ressemblent, suintent à travers des murs mal recrépis, et s'écoulent en gouttelettes noirâtres, qui exhalent une odeur nauséabonde. Dans la rue de la Tannerie, il n'y a pas un seul atelier, pas un seul magasin consacré à une industrie s'exerçant au grand jour. Les espèces de caves auxquelles de présomptueux propriétaires ont donné le nom de boutiques sont toutes occupées par des gens qui exercent des industries douteuses, des marchands fripiers du dernier étage, des marchands de vieilles chaussures, des chiffonniers, des ferrailleurs, des rogomistes. Si l'on excepte celui qui occupe le coin de la rue Planche-Mibray, il n'y a pas dans la rue de la Tannerie un seul marchand de vin. On ne boit pas de vin dans la rue de la Tannerie, de l'eau-de-vie, à la bonne heure. La rue de la Tannerie est coupée par une ruelle assez étroite, pour que deux hommes ne puissent y passer de front. C'est la rue des Teinturiers. Cette rue commence à celle de la Vannerie, et débouche sur la Seine, en passant sous le quai de Gesvres. Mais depuis quelques années, l'administration a fait fermer par de fortes grilles la partie qui de la rue de la Tannerie conduisait sur la rive du fleuve. L'une de ces grilles est scellée d'un côté dans le gros mur de la maison qui porte le numéro 31, sur la rue de la Tannerie. Cette maison est élevée de 4 étages, une porte de chêne cintrée, ferrée avec soin et dans laquelle on a pratiqué un guichet défendu par 3 tringles en fer carré, qui peut être fermé par une petite porte en forte tôle, laisse apercevoir, lorsqu'elle est ouverte, un escalier en spirale qui conduit aux étages supérieurs et auquel sert de rampe une corde à puits noire et luisante. Cette porte et la boutique qui occupe le rez-de-chaussée sont peintes en vert. Toutes les vitres de cette maison ont été enduites d'une couche épaisse de blanc d'Espagne. On a cependant ménagé dans une de celles de la boutique, qui forme à elle seule le rez-de-chaussée, un petit espace circulaire dans lequel apparaît souvent un œil provocateur, chargé d'indiquer aux passants inexpérimentés l'industrie exercée rue de la Tannerie, numéro 31. Cette boutique est divisée en 2 parties, séparées par une cloison jadis vitrée, dont les carreaux, depuis longtemps brisés, ont été remplacés par du papier huilé. La boutique proprement dite est garnie seulement de quelques tables couvertes de toiles cirées, qui ne sont jamais essuyées, si ce n'est par les manches des consommateurs, de quelques chaises et de plusieurs grossiers tabourets. Le comptoir sur lequel se carrent quelques bouteilles, des verres ébréchés et une série de mesures d'étain est formé d'un vieux bas de buffet en chêne vert moulu. Le fauteuil de madame, placé derrière, est recouvert d'une basane, qui de noir est presque devenue rouge. Ce fauteuil a perdu un de ses bras dans une des batailles qui se sont livrées en ce lieu, et des nombreuses blessures qui le couvrent, s'échappent le crin et la bourre qu'il renferme dans ses flancs. Ce modeste trône est occupé par une femme âgée d'environ 55 ans, grande, maigre, les yeux d'un bleu pâle. Un usage immodéré du tabac a considérablement élargi les méplats de son nez long et pointu. Sa bouche, d'une grandeur plus qu'ordinaire, n'est garnie que de dents noires et mal rangées. Ses lèvres sont pâles et minces. Quelques poils gris sont mêlés à sa chevelure rousse. Elle est coiffée d'un mouchoir rouge posé en marmotte. Les pendeloques qui garnissent ses oreilles sont formés de brillants assez beaux. Ses doigts maigres et peut-être un peu sales sont tous ornés de bagues. Une chaîne en jaseron qui supporte une grosse montre d'or fait 15 ou 20 cercles autour de son cou. À sa ceinture pend un clavier d'argent qui en sert des clés et un couteau. Cette femme a placé près d'elle une bouteille d'absinthe, à laquelle elle donne assez fréquemment les accolades les plus fraternelles. Les odalisques de son modeste harem sont diversement occupés. Plusieurs boivent, quelques-unes se tirent les cartes, d'autres, faute de cigarettes, fument du caporal dans des pipes culottées. Si le lecteur veut bien nous le permettre, nous ne nous arrêterons pas auprès de ces pauvres filles, et nous entrerons dans l'arrière-salle. Lorsque nos yeux auront percé le nuage épais de fumée qui charge l'atmosphère de cette pièce, nous pourrons examiner les individus qui s'y trouvent. Leur aspect n'offre rien de bien remarquable, ils sont vêtus, à peu près, comme tout le monde, si ce n'est qu'ils paraissent avoir une prédilection singulière pour les couleurs éclatantes. La toilette de quelques-uns serait irréprochable,
si de grosses chaînes d'or, des breloques très apparentes, ne venaient pas lui donner un cachet de mauvais goût tout particulier. Le costume des autres est celui d'honnêtes ouvriers endimanchés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.